Salut YouTube, salut Runeterra. Aujourd'hui, on joue un deck de Martin Kartin. Alors, si vous ne connaissez pas ce joueur-là, c'est un joueur tchèque qui s'est hissé rang master très tôt dans la saison. Et ce, en balançant des tonnes et des tonnes de plomb dans la gueule de ses joueurs adversaires. Alors, le deck ici, à première vue, ressemble beaucoup à un pirate aggro, mais c'est plus intéressant que ça, en tout cas selon moi. Puisque on n'est plus avec Noxus, on est avec Piltover. Et on le voit clairement, puisque on a la plupart des sorts qui sont joués dans Piltover, à savoir le tir mystique et l'enthousiasme, auquel on a rajouté un après-coup, histoire d'avoir une arme à la fois pour mettre plus de dégâts dans la tronche, et aussi pour contrer les sites que joue par exemple Lissandra Thalia, que l'on voit beaucoup dans la méta. Alors, le deck a à peu près le même principe. Il est question ici d'éroder l'adversaire avec ses PV et de le grignoter tour après tour en maintenant une sorte de pression constante. Alors on a beaucoup d'outils pour ça, le corsaire œil de faucon, on a le débutant du gang explosif, on a le robot balistique et on a également l'armurière déjantée, l'armurière déjantée qui met une grosse pression en fait puisqu'elle augmente tous des dégâts de sort et de compétences de 1 point. Et vous allez vite voir que c'est énorme un point dans cette méta notamment. On joue également des doubles doses histoire d'en mettre plein la gueule de nos ennemis. Et ça tombe bien parce que double dose a perdu 1 mana grâce au patch et est passé de 6 à 5 mana. Donc avec le set qu'on a ici, donc avec un set aggro à base de bourreau pas commode également, on a énormément de cartes pour maintenir l'agression. Alors, vous verrez très rapidement qu'on a aussi plus de balles, matelot et donc aussi GP pour pouvoir venir détruire les créatures adverses qui seraient un petit peu trop faibles en early game notamment, histoire d'avoir l'avantage du terrain. Torpedo TF peut faire piocher, même si vous allez très souvent faire la carte rouge en combinaison avec un baril pour anéantir tout le board adverse, ou la carte or si vous avez besoin de ralentir l'agression ennemie et gagner un peu de temps. On a aussi Miss Fortune qui, pareil, va permettre d'infliger une belle AOE avec son cœur volage qui, encore une fois, est boosté par les barils qui seront très utilisés dans ce deck-là. Et enfin, GP qui sert de finisher ici, notamment grâce à son level up qui est assez fort. GP qui se fait la plupart du temps gérer, et s'il n'est pas géré, il devient une très grosse menace avec sa surpuissance. On notera aussi la présence de la dernière ombre qui double tous les dégâts infligés par vos compétences, sorts et alliés. Donc même les dégâts de combat sont doublés. Donc ça met une énorme pression à la dernière ombre puisque ça double absolument tout. Et donc on se retrouve avec un deck qui augmente de façon drastique tous ses dégâts et qui devient très rapidement une grosse menace. Je vous en dis pas plus, le gameplay va être assez évident, vous le verrez assez vite. On va tout de suite aller en ladder et tester ça. Alors j'ai eu de bons résultats avec ce deck là, honnêtement le deck est super agréable à jouer. Là je suis à 62-63% de win rate, donc c'est assez décent en soi. Et voilà quoi, donc alors, les mauvais match-up de ce deck là, on rencontre du Lissandra Trundle essentiellement, et aussi du FTR, donc tous les decks vraiment contrôle. Là sur du Z Sivir, on ne devrait pas trop avoir ce problème là. Mais il va falloir être vigilant tout de même. On va chercher un mulligan très agressif ici, puisqu'on a un deck en face qui va beaucoup jouer en combinaison. Alors faut se méfier de toutes les combinaisons qu'il peut faire, hein, le deck Z Sivir est passé master si je ne dis pas de bêtises. Et franchement, si on le laisse faire, si on lui laisse suffisamment de temps, il devient juste ingérable. Et donc mon but ici, ça va être d'en mettre plein la tronche le plus possible à l'adversaire. Alors ici on a vraiment un early game qui est extrêmement mou, hein, on ne devrait pas avoir par exemple 2 TF ou 3 T4 dans la main. Tant pis, on va faire avec. Alors, ok, alors ça c'est gênant, vous voyez les sables tourbillonnants, on n'a pas envie de poser MF tout de suite du coup, on va attendre qu'il attaque, chose qu'il fait gaiement. Et non, il va peut-être terminer son tour en fin de compte et il va me faire perdre mon tour du coup. C'est peut-être son but. Allez, il se tâte notre adversaire ici. Ok, ça part sur un taureau de grès. Donc là, l'adversaire qui vise un beaucoup de dommages sur ce tour-ci. Ok. Et... ah non, ah bah c'est un misplay ça, il n'attaque pas avec le Faucheur Bakai alors que je ne pouvais même pas le bloquer. Bah tant pis.
On va en profiter. On va bloquer avec le bourreau pour pas prendre trop de dégâts ici parce que le deck en face bourrine pas mal aussi. Et là du coup vous voyez l'adversaire qui nous offre un sympathique TF. TF qui donc du coup a une énorme polyvalence dans ce deck là et ça tombe bien parce que c'est pas mal ce qu'on va rechercher. C'est un deck qui ne se laisse pas trop avoir par l'agression comme ça peut être le cas pour le Pirate Aggro. Pirate Aggro qui justement est un bon match-up pour nous. Ah, Sivir c'est moins agréable. Et ben on va être obligé de passer ici. Très bien. Alors on a très peu d'options en main actuellement et ce n'est pas normal, je vous rassure. Normalement on devrait avoir un peu plus de blast que ça et un peu moins de créatures, surtout des créatures aussi lourdes à jouer. Donc là on a une sortie, ça peut arriver que le deck sorte à l'envers, c'est très rare par contre. D'ordinaire on a des sorties qui sont très explosives, là c'est pas le cas. C'est vrai que ça bénéficie d'un buff ça aussi. Alors ici, c'est compliqué de savoir exactement ce qu'il faut faire. Mais je suppose qu'il va falloir partir sur un torpedo des familles pour pas prendre trop de dégâts. Ok, on a un tir mystique, voilà, c'est ce genre de carte là qu'on devrait avoir un peu plus tôt dans la partie. Là, on les a pas eu. Tant pis. Focaliser, ah ouais d'accord. Ok. Il veut vraiment pas être dérangé par torpedo. Mais on va devoir aller les chercher quand même, je pense. Reste à savoir comment, parce que ça serait bien de le faire de façon intelligente. Mais on va aller chercher au tir mystique, je pense. On n'a pas du tout envie de lui laisser un value trade. Et encore moins sur torpedo, je le rappelle. Sivir qui est à 19 ici. Ok. Bien, bon, on va terminer ce tour là ici. On a après coup. Ok, c'est dommage qu'on ne puisse pas vraiment s'en servir. Mais ça reste à mentionner tout de même. Quoique, on va pouvoir s'en servir, tout compte fait. Avec un TF Red Card. Into après coup. 3 points de dégâts dans Sivir. Et on se débarrasse d'une grosse menace. Alors. Parfait. Vous voyez notamment que GP monte assez vite au passage. C'est fréquent de pouvoir level up GP et d'en faire une grosse menace dans ce deck là. Ok, on va partir sur après coup comme prévu. Et étant donné qu'il n'a plus 4 mana, voilà c'est bien ça, ça passe. On gratte, on guillote 2 points de dégâts avec torpedo. Alors ici, on arrive à peu près à rester dans les clous. Il faut juste faire très attention à ne pas se faire dépasser trop rapidement. Notamment sur ce tour-ci qui, je pense, sera assez décisif. Voilà. Ok. Et il va rester là, comme ça, j'imagine. Ce qui ne nous arrangera pas, bien évidemment. On voudrait qu'il ait à grapper quelque chose avec cette chasseuse. On veut prendre le moins de dégâts possible ici, puisqu'à la longue, c'est nous qui allons l'avoir. On a des tonnes et des tonnes de blast, mais c'est juste qu'on les a pas ici. Ok. On va... Alors, ce qui est emmerdant ici, c'est qu'il va grab torpedo, mais on va quand même faire GP, ne serait-ce que pour venir empêcher cette chasseuse de nous infliger 3 points de dégâts. On va prendre 3 points de dégâts ici au lieu de 4. On réduit les dégâts d'une certaine manière tout en posant un GP. À moins qu'il n'ait une autre fatigue. Qu'est-ce que c'est que ce sort là? C'est une paume étourdissante, c'est encore pire. Ok. Ça veut dire qu'on a quasiment perdu en soi. Puisque entre la chasseuse qui n'aura rien pour la bloquer et le guide qui a insaisissable, on va prendre 7 points de dégâts. Et là par contre on est un peu trop dedans pour espérer en sortir vivant ici. Malheureusement, ça risque de ne pas passer pour cette game là. On va quand même rester jusqu'à la fin parce que des fois ça arrive qu'on a des bonnes surprises. Shurima Ionia n'a pas de blast direct, donc il est obligé de fonctionner uniquement par son board. Donc avec un peu de chance, qui sait, ça peut toujours passer. On a enthousiasme, ce qui est une bonne nouvelle pour commencer. On va aller chercher plus de sorts avec torpedo.
Ah, et on a Terre Mystique. Ok, là on commence à avoir accès à nos sorts. Là on commence à pouvoir discuter. On va partir sur Miss Fortune, dont on n'en a pas grand chose à faire ici, qu'elle se fasse grappe. Par contre, ça donne directement accès à la pluie de balles. On va quand même d'abord commencer par attaquer. Et forcer l'adversaire à se défendre. Vous voyez là les dégâts qu'on lui menace d'infliger. Là il peut descendre très très vite. Et c'est ça le problème, c'est qu'il va être obligé de bloquer ici. Il va être obligé de bloquer, sinon il va vite mourir. Et il n'a pas envie de bloquer parce qu'il sait très bien qu'il a besoin de son board pour gagner. Sauf que nous, on a besoin de voir ce qu'il va faire d'abord. C'est dommage que l'œil de faucon soit utilisé d'abord. Puisque là du coup on va perdre MF. J'ai pas tout compris au niveau de l'order entre le cœur volage et l'œil de faucon, mais qu'à ça ne tienne. Il y a certainement des réserves, oui, faut supposer. Ça expliquerait pourquoi il met autant de temps à jouer. Allez, 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 Fra. Donc je suppose qu'il va en rester là au niveau des blocages, même si c'est très dangereux pour lui. Et là, s'il en reste là, on va tenter la pluie de balles. Bien qu'il ait la mana pour rite de refus, on doit quand même tenter cette pluie de balles. Parce que sur un baril, on a énormément de value à en tirer. Vous voyez, justement, voilà, on a le potentiel de sauver MF, de tuer cet insaisissable. On a tout intérêt à jouer cette pluie de balles. Et c'est un rite de refus qui va partir ici. Ou un rejet, très bien, c'est un rejet. On perd une Miss Fortune dans le tas. Tant pis. Mais c'est un rejet du coup qui ne viendra pas aller sur les blasts qu'on pourra lui mettre dans la tête juste après. Et alors là, c'est compliqué pour lui parce que là, tel quel, il ne passe pas notre board. Hein, il ne passe tout simplement pas. Donc, ça risque d'être un peu compliqué pour lui. Ok, nous on fait des blocs, somme toute, très classiques. On attend de voir ce qu'il va faire. Déluge de points, ce n'est pas quelque chose qui nous dérange ici. Et redéluge de points. Ok, il n'a plus de board et vous savez ce que ça veut dire? Vous savez ce que ça veut dire? Alors nous, on a... Enfin, je dis il n'a plus de board. Nous n'avons plus de board. Par contre, on a la dernière ombre. Et on a le tir mystique. Voilà à quel point ce deck peut être menaçant. C'est pour ça qu'un deck qu'on a réussi à grignoter suffisamment, et ben ça gagne. Magique, nouvelle game, cette fois-ci on joue contre H Leblanc Riven. Alors, grossièrement, on va considérer que c'est un Frostbite avec 3 H, 2 Leblanc, une Riven. Et franchement, ça passe, frère. Contre Frostbite, c'est pareil, on a pas mal d'armes quand on y réfléchit. Cette pluie de balles ne nous sera pas, voire pas du tout utile, mais le reste oui. Ok. Alors là, ça c'est un départ assez intéressant qu'on a souvent à base de Corsair into débutant du gang. Et ça met entre 5 et 7 points de dégâts adversaires suivant si vous avez le tour 1 d'attaque ou pas. Ok. On a enthousiasme, pourquoi pas. Là, l'avantage qu'on a sur ces deux premiers tours, c'est qu'il a... Ok, d'accord. Il nous empêche d'attaquer avec ses débutants du gang, mais on va quand même attaquer avec l'œil de faucon. On va quand même mettre des dégâts. Oh, il vient bloquer avec, ça nous arrange. Ça nous arrange complètement ici. On a quand même mis un point de dégâts, donc on a permis à Gangplank de gagner un cran de niveau. Et là, c'est la grande question, qu'est-ce qu'il va faire? Et il fait un trappeur avare au sang. Alors, trappeur avare au sang... Non, trappeur avare au sang ne devrait pas être un problème. On va juste y opposer un bourreau pas commode. Et au prochain tour, faire un Twisted Fate. Voilà. Donc là, c'est là où on commence un petit peu à envisager de quelle manière on va tuer ces créatures pour pouvoir mieux passer en force. Là, c'est pareil sur son tour 4, on sait qu'il ne va pas être menaçant tout de suite. Donc, on lui envoie une carte rouge, ça met un dégât au nexus ennemi, ça tue son trappeur avare au sang. Et s'il veut le sauver, ça l'oblige à utiliser un sort pour le protéger. Sauf que c'est très bien parce que c'est un sort qui nous embêtera beaucoup moins plus tard.
Donc je ne pense pas qu'il va le sauver ici. Je ne pense vraiment pas qu'il va le sauver. S'il le sauve, c'est par un élixir de fer ou un champ des trolls, mais bon, sauver une 3-1 qui n'a pas d'autre effet que ça, je trouve ça moyen. Est-ce qu'il aura pioché son Yeti? Ça c'est une grande question. On avait l'initiative sur ce tour-là, donc on ne pouvait pas voir la réponse tout de suite. Une chance sur 3 qu'il ait pioché son Yeti, et il décide de sauver son trappeur. Je pense que ça veut dire qu'il a trouvé Yeti, ça. Je suis quelqu'un de sociable. Dans tous les cas, on arrive quand même à infliger des points de dégâts. Et non, il a trouvé le blanc par contre. Il a trouvé le blanc. On va quand même attaquer, on va quand même forcer les dégâts à se faire. Je pense qu'il va venir bloquer avec le blanc. Et non, c'est le trappeur qui bloque à la place. Je vais tuer ce trappeur. Parce que j'ai envie de garder ces 2 points de dégâts qui peuvent infliger des dégâts de façon résiduelle. Il ne faut pas trop attendre non plus contre ce genre de deck, je pense. Parce que sinon ça peut très vite se retourner contre nous. On n'oublie pas que c'est quand même un pseudo Frostbite qu'on a en face. Ah, intéressant. Intéressant. Je suis presque tenté de le laisser attaquer ici, mais je pense que je fais une bêtise si je fais ça. Je pense que je fais une bêtise si je laisse attaquer ici. Là c'est un tour qui nous demande un petit peu plus de réflexion. On va y mettre GP tout de suite. Il n'a plus de mana donc on peut le faire. Et s'il grappe le baril, c'est tant mieux pour nous. Ok. Alors il a grappé intelligemment le baril. On va laisser passer les dégâts. On va les laisser passer. Et là c'est nous de jouer. Et oh, déjà ça commence bien. On commence avec une pluie de balles. La question c'est est-ce qu'on fait armurière plus de balles. Si c'est le cas, on se met à poil pour pas mal d'autres options juste après. Je pense qu'on fait cette armurière effectivement. Il pourrait hécatombe ici, mais il y passerait tout son tour à le faire. Et même s'il hécatombe, on a encore un petit peu de réponse derrière. Allez. Donc là, vous voyez, ça c'est le genre de situation un petit peu tendue. C'est en quelque sorte sur cette tour là où le deck est le plus faible. Il a le Yeti, c'est intéressant ça. Il a le Yeti. On va attaquer avec ce débutant du gang et on va le laisser mourir. On va le laisser mourir. Par contre, on va quand même infliger 3 points de dégâts au Nexus ennemi. Et ça, c'est vraiment l'objectif. Ok, très bien. On reste comme ça. On évite de trop commit nos... Ok. Il y a le level up de Leblanc. Mais ce que j'allais dire, on évite de trop balancer nos ressources. On pouvait tenter de tuer le blanc avec la pluie de balles. Mais déjà de 1, elle avait une chance sur 4 d'y réchapper. Et donc on aurait perdu notre pluie de balles. Ah, ça c'est dommage par contre. Donc du coup, on envoie ce tir mystique dans le blanc à la place. Parce qu'on veut profiter de ce petit point que l'armurière ajoute. Et il n'a pas de quoi sauver le blanc, ce qui est plutôt pas mal. Ok. Ok. Ça c'est une carte qui sur une chance sur 4, encore une fois, peut mourir sur une pluie de balles. Et donc lui enlever cet avantage qu'il pourrait avoir. On retrouve un TF. Ok, très bien. Ça va être un tour où on va subir des dégâts ici. Hein. Ça va pas être un tour exactement agréable. On va tenter de venir tuer cet ambitieux Strifarian ici. Et on n'y arrive pas. C'est un problème en soi. Donc il va venir grappe Gangplank avec son ambitieuse. Oh! Ok. Là, on va quand même... Là, vous voyez, c'est très très difficile à raisonner comme tour. Parce que... ok. Non, on va laisser les choses se dérouler telles quelles. On va le laisser nous mettre déjà 11 points de dégâts parce que ça, c'est sûr, on ne pourra pas y réchapper. Et on va être obligé, je pense, par contre,
Ah, je viens de mal jouer, vous voyez, je viens de mal jouer. J'avais juste zappé cette petite hache qui va nous mettre des points de dégâts. Et qu'on est obligé d'aller chercher du coup. Hache qui est à 2. De ce fait, c'est probablement plus cet autre-garde qu'on va aller chercher ici. Et là, vous voyez, ça, Frostbite, ça fait partie des mauvais match-ups qu'on peut avoir. Frostbite, Overwhelm, toutes ces decks là qui jouent des grosses créatures bien tanky et contre lesquelles il est difficile d'avancer. Ouais, vous voyez. Là, on a juste un misérable œil de faucon. Ouais. C'est typiquement pour cette raison-là. Il y a eu beaucoup trop de créatures trop tanky, on n'a pas pu faire grand-chose. Donc c'est pour ça qu'on va perdre cette game ici. Overwhelm, Frostbite, je répète, tous les decks qui jouent des créatures très tanky comme ça, ce sont des decks qui vont avoir un bon match-up contre vous. Troisième game, cette fois-ci, on joue contre Shen Jarvan. C'est un deck assez redoutable, dont le match-up est 50-50 honnêtement. S'il a les sorts et les ressources nécessaires pour se protéger, il va survivre à notre agression et plus tard nous mettre la pression. Mais si on a ce qu'il faut, si on a une meilleure sortie que lui... Et franchement, ça passe, frère. Le matelot de l'ombre a son importance, de même que la pluie de balles ici, puisque dans son deck là, on a la gardienne, on a le pistol margile, on a la protectrice, on a autant de cartes qui prennent 2 points de dégâts et qui meurent dans son deck. Donc ce sont ces cartes là qu'on va viser, on va espérer qu'il joue sans protection pour mettre un maximum d'impact en début de game, sachant que cet impact là, lui, il le ressentira très très fort. On prépare ce matelot pour préparer la pluie de balles. Il joue les guetteurs, ok, très bien. Là, on espère qu'il va attaquer tel quel. Enfin non, on espère surtout qu'il joue autre chose en réalité, puisque ça fera moins de mana pour protéger ses créatures. S'il attaque, on va partir du principe qu'il a de quoi les protéger, bien évidemment. Très bien. Et il fait les grappes comme ceci. On tente la pluie de balles, puisqu'à ce moment-là de la game, c'est la seule chose viable, vraiment viable qu'on puisse tenter. Et puis s'il y a quelque chose pour protéger, il y a quelque chose pour protéger, tant pis. Donc quand je dis quelque chose pour protéger, il peut avoir code de maille, il peut avoir combat singulier, effectivement. S'il fait ça, on va quand même laisser passer. Parce que si on tire mystique son guetteur, nous en retour on gagne que le fait qu'il ne réduise pas de 1 l'unité la plus chère de sa main. Et honnêtement, c'est pas ouf comme rentabilité. Nouveau tour ici et on va partir sur... alors là c'est compliqué parce que faut pas non plus jouer n'importe comment. Je pense qu'on part sur un matelot de la dernière ombre ici pour se laisser de quoi avoir un tir mystique et avoir une chance contre Shen. Et c'est le dragon hurleur, très bien. La bonne nouvelle du dragon hurleur, c'est qu'il ne pourra pas faire grand chose ici. Donc, on peut se permettre d'attaquer avec absolument tout. Et ce que bloquera le dragon hurleur, on viendra tir mystique. Vous voyez, c'est pour ça que je voulais pas jouer TF tout de suite. C'est pour éviter ce genre de... Enfin, c'est pour avoir au moins de quoi rebondir contre ce genre de mauvaises surprises. Je rappelle que les gros boards, enfin les gros body plutôt, c'est pas notre tasse de thé. Donc, tir mystique, on élimine ce dragon qui sinon deviendra 5-3. Et on rase son board. On n'a pas réussi, on n'arrive pas à lui mettre beaucoup de points de dégâts ou à entamer beaucoup son Nexus. Par contre, on note que tour 4, son board est vide. Et ça, en quelque sorte, ça a son avantage. Maintenant, ici, il peut très bien faire Jarvan. Intéressant, donc cette carte-là n'était pas l'unité la plus chère de sa main, c'est-à-dire qu'il en a encore une autre. Par contre, je doute qu'il ait quelque chose à 3 de mana. Du coup, on va venir TF. La question c'est est-ce qu'on se fait une carte bleue cette fois-ci et qu'on essaye de cycler un peu le deck. Et je pense que c'est ce qu'on fait. On va chercher une carte bleue, on va essayer d'avancer un peu plus dans le deck.
C'est rare qu'on fasse une carte bleue, généralement on préfère être agressif. Mais là, on a besoin de se ressourcer un petit peu. Sinon, on va tomber en fatigue contre un Charvachen qui a des créatures et des sorts qui peuvent résister. Ah, c'était donc ça. Intéressant. Ok, très bien. Après, il n'a pas de quoi de challenge. Donc du coup, ça veut dire que potentiellement, il n'a plus de créature dans sa main. C'est ça qui est intéressant et ce que le guetteur laisse comme indication. Du coup, on va le laisser frapper. Déjà parce qu'il y a la barrière et ensuite parce que c'est pas non plus une créature qu'on a vraiment envie de venir tuer. Nouveau tour et on va commencer par Open Attack ici. On va commencer par Open Attack. Très bien. Il fait les yeux perçants. Mais on a tir mystique pour venir s'y opposer. Je m'attends à une autre réponse encore de sa part, hein, n'importe quoi. Et évidemment un deuxième jeu perçant. Ce qui est bien, c'est qu'il est en train de claquer ses ressources sur un pauvre TF qui de toute manière, je parle de son guetteur, qui de toute manière va finir par mourir sur un après-coup. Donc en soi c'est une bonne nouvelle. Eh bien ça va partir, hein. Ça va partir en après-coup. On va réduire son board à néant, car je rappelle que sans board, il ne fait plus grand chose. Fin de tour pour lui. Et on va terminer le tour pour nous aussi. On va attendre de voir ce qu'il fait. On n'a pas l'urgence de reposer des créatures tout de suite. On a une double dose. C'est ennuyé dans ce match-up là, la double dose. C'est plus pratique sur des match-ups comme Rôdeur par exemple. Ici la double dose elle peut se faire contrer et on perd de la tempo. Ça fait pas plaisir de voir Javan ici. Ça fait pas plaisir du tout. On va poser un débutant du gang ici. On laisse Jarvan frapper. On y met ensuite... qu'est-ce qu'on va mettre? On va y mettre un bourreau pas commode d'abord, au cas où il aurait un deuxième Jarvan en main et qu'il aurait donc le cataclysme. Je pense qu'il y a quelque chose, donc on va passer ici. Son temps de réaction était un poil trop long. Et je m'en méfie grandement. On joue l'armurière. On augmente les dégâts. Donc armurière qui permet d'afficher beaucoup plus de dégâts dorénavant. Il a le dragon hurleur et ça c'est pas une bonne nouvelle non plus. On va tout de même attaquer avec le débutant du gang. Infliger 3 points de dégâts. Le dragon hurleur va venir bloquer ici et sera 5-5. Du moins c'est la chose la plus logique qui pourrait se produire. Ah, c'est marrant, je me demande pourquoi est-ce qu'il hésite autant sur ce genre de play. Voilà. Ça c'est tout à fait normal. Et là, c'est nous qui commençons à être en danger, vous voyez. On n'a pas de pioche, pas beaucoup de pioches en fait. Donc, on est un peu dans la mouise ici. Il a un board de créatures consistantes. Il y a quelques tours on était bien parce qu'il n'avait rien. Et dès qu'il y a des créatures vraiment fortes, vous voyez qu'on commence à être en difficulté. D'où la nécessité d'agresser, d'avoir une bonne sortie en early game. Sauf que Shen Jarvan, comme je l'ai dit au début du game, c'est un 50-50. C'est compliqué de battre Shen Jarvan sur la durée, puisque sur la durée, il peut très bien nous la mettre. Là, je me demande pourquoi est-ce qu'il hésite autant. Il n'a que 2 cartes en main, les choix de play sont assez évidents à faire, je pense. Ok. On va lui caler un pourparler dans son dragon. Le plan est simple, hein. On va essayer de le tuer parce que c'est la seule chose qu'on puisse faire, tout simplement. C'est la seule chose qu'on puisse faire. Donc le plan est simple, si cette double dose passe, c'est 5 points dans le Nexus ennemi. Sinon, on perd notre double dose, on perd toute la tempo investie dedans, bref, on perd tout. Et on perd probablement la game avec au passage. Et je pense que cette double dose va se faire contrer, voilà, par une maîtrise du courage, oui, maîtrise jumelle.
Donc là on a besoin vraiment que l'âme des cartes soit avec nous. Et Gangplank qui n'est même pas level up, vous voyez le problème que ça pose. Hein. Très bien. On pose Gangplank ici. Frappe coordonnée, ouais, ça c'est très très mauvais pour nous. Yes, là c'est une game qu'on ne gagnera pas non plus. Ouais, ouais, c'est une game qu'on ne gagnera pas. On peut y aller tout de suite. Et voilà, donc voilà. Bon, eh bien on va y aller. On va juste enlever TF, quoique non, même TF on va le garder en fait. On va garder un tiers de la main parce qu'on a de l'aggro et on a TF qui nous sera utile grâce à sa gold card notamment. On nous joue le pigeon, on joue un meilleur T1 que lui. Donc ça ne fera pas le proc de Sage. Deuxième tour, on invoque le matelot. Lui il peut faire la 3-1 robustesse, piétinement. Et non, c'est un pigeon numéro 2. Ils vont t'étaler comme des lapins. Très bien. On commence le proc de Gangplank. On espère qu'il joue une troisième créature ici. Pour rentabiliser ce baril. Très très bien. C'est exactement le genre de créature qu'on voulait qu'il joue, qui permet à la pute balle d'être rentable ici. Excellent. GP qui continue de monter. Et une fin de tour, bien évidemment. Ici, on va open attack. Pour la simple bonne raison que si on joue TF d'abord, on se retrouve à poil face à ce genre de monstre, précisément. Carte d'or comme le chocolat. Et on vient infliger 2 points de dégâts à Renekton. On espère l'achever ensuite au tir mystique. S'il a une fatigue, eh ben écoutez, il a une fatigue. Ah, même avec ça, on pourra le tuer quand même. Donc vous voyez, là c'est... Là, on va falloir asseoir notre force, notre board sur ces tours-là précisément, puisque lui, il va commencer à monter largement en puissance. Ok, donc cette guerrière qui est maintenant 4-2. Et à laquelle il va falloir faire attention elle aussi. Je ne pense pas qu'on réagit à ça. Non, on ne réagit pas à ça. Les possibilités de trade pour lui sont beaucoup trop bonnes. Ok, donc vous voyez, là, là les choses commencent un petit peu à se gâter. On va tout de suite aller à l'avant. Et mettre 2 points de dégâts dans la tête de ce Renekton pour empêcher qu'il soit 3-6, enfin 6-3 plutôt. Il veut pas se laisser faire. Et on va quand même devoir aller le chercher. Ok. Donc là on prend la max de dégâts ici. Et là c'est le problème, on est derrière en termes de board, il est largement devant. On joue Gangplank. Et il fait Griffer Alpha, il a vraiment tout ce qu'il faut, c'est insupportable presque. On va attaquer avec Gangplank. Il contre avec le Griffer Alpha. Avec la mercenaire. Avec le Griffer Alpha, faut se décider. Voilà, bon quel que soit le bloc, il aurait été mauvais pour nous de toute manière. Hein. Qu'on soit bien d'accord. Je doute que cette dernière ombre ait un impact suffisant actuellement, puisqu'on est, comme je le dis, vraiment dans la merde.
Ça nous arrange. On veut que... Voilà, on voulait faire ça de base. Hein. En faisant ça, on est à 1 PV et en faisant ça, on est à 2 PV. Eh bien, faisons ça du coup. Ok, on va passer ici, on n'a pas forcément besoin de cette armurière. Ok. Même l'océan nous craindra. Renekton, je vous ai trouvé quelque chose de spécial. Si ça saigne, c'est que c'est spécial. Voilà, les dégâts des créatures sont doublés ici grâce à la dernière ombre. Même si ici ça va être compliqué. Ça aurait été un mauvais enchaînement de game, mais enfin ici vous aurez bien vu maintenant pourquoi ce genre de deck là c'est un mauvais match-up. Bon, très bien. Les games qui auront été filmés là pour cette vidéo là auront vraiment montré quels sont les match-ups vraiment ennuyants pour nous. Hein. Shen Jarvan, Frostbite, Overwhelm. Donc ce sont vraiment les 3 match-ups qui sont très ennuyants pour ce deck là. Ça donne accessoirement pas forcément une bonne image du deck, mais je vous assure que celui-ci est efficace. Ne serait-ce que parce que déjà il y a un joueur qui est passé master avec, et ensuite ne serait-ce que parce que faut voir ce que je mets dans la tronche de mes ennemis lors de mes lives quoi. En stream, bah vous voyez en stream j'étais à 28-15 la dernière fois que j'ai joué ce deck là. Donc encore une fois environ un win rate un peu plus supérieur que 60%, ce qui est tout à fait décent pour un deck. Donc vraiment là en fait on n'a juste pas eu de chance, on est tombé sur nos pires match-up, vraiment les pires. Et puis à côté de ça, tous les aggros on les défonce, Rôdeur la plupart du temps on le défonce. Rôdeur, faut juste l'empêcher d'avoir accès à Rek'Sai Level Up. Si on arrive à l'empêcher d'avoir accès à ça, bah c'est GG. Il y a même des tours où on l'empêche littéralement de pouvoir rôder, et ça c'est vachement cool. Et puis voilà quoi, donc contre la plupart des decks dans ce genre là on est gagnant. Contre Karma Aze, il faut avoir la bonne agression qui va avec, c'est pareil. Enfin bref, on a vraiment un bon potentiel avec ce deck là, simplement que bah, quand la pioche ne suit pas, ça peut être tout de suite beaucoup plus compliqué. Je mettrai certainement une liste un peu plus mise à jour prochainement, où je referai une vidéo de gameplay avec une liste mise à jour encore une fois pour avoir une meilleure idée et un meilleur aperçu. C'est tout pour moi, c'était Gag, passez une bonne soirée, je vous dis à la prochaine, ciao.